J'étais là, dans cette petite pièce sans fenêtre de la tour du bois, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, comme un oiseau en cage qui aurait compris qu'il n'y avait plus d'issue. Mes mains, sales de la nuit d'Odôme, tremblaient alors que je les frottais sur mon pantalon de costume de seconde main, une tentative vaine de chasser la sueur froide qui perlait. Les mots de Pierre, la voleuse du dôme, résonnaient encore glaçants. J'avais l'impression de revivre ce moment absurde, cette humiliation. Comment en étais-je arrivé là? La réponse semblait simple, et pourtant si incroyablement complexe, un enchaînement de décisions, de colère et d'une audace folle que je ne me connaissais pas. Il y a 6 mois, non, c'était plus, presque 7, je crois. Le jour où tout a commencé à basculer, le jour où j'ai compris que la pauvreté ne pardonnait rien, et encore moins l'insouciance. Le Dôme, ce restaurant luxueux au 45e étage d'un immeuble parisien, avec vue imprenable sur les jardins du Trocadéro et la Tour Eiffel, un sanctuaire pour les nantis, et pour moi, un enfer doré. Mes journées y étaient longues, mes nuits courtes, à courir entre les tables, à porter des plateaux qui pesaient plus que mes espoirs. Je me souviens de la sensation des verres en cristal dans mes mains, si fins, si chers, contrastant avec l'épaisse lettre de l'hôpital dans mon casier, cette saleté que j'essayais d'oublier. La facture pour les soins de mon père ne cessait de grimper, une montagne que je devais escalader seul. Il avait eu cet accident sur le chantier, une chute bête, mais les complications s'étaient enchaînées, et avec elles, l'inépuisable appétit des avocats. Philippe, le maître d'hôtel, un homme aussi raide que son costume, aussi lisse que son sourire de façade, me considérait comme une salissure potentielle. « Marie, il y a table 1, c'est pour Monsieur Dubois. Ne me faites pas honte ce soir. Un seul couvert de travers, et vous êtes dehors. Compris? » Sa voix sifflait toujours derrière moi, un serpent qui ne laissait jamais respirer. « Oui, Philippe, » avais-je répondu, la gorge serrée, une boule d'angoisse dans l'estomac. Julien Dubois, tout le monde le connaissait. Le PDG de Dubois Dynamique, une fortune colossale bâtie sur tout et n'importe quoi, de l'aérospatiale à l'intelligence artificielle. Un homme de 70 ans, excentrique, exigeant. On racontait qu'il avait déjà racheté un hôtel entier juste pour virer un gérant qui ne distinguait pas un pont neuf d'un merlot. Une blague qu'on se racontait entre nous, la main-d'œuvre invisible. Ce soir-là, il avait invité 2 de ses requins de la haute société, Pierre Lambert, le financier sans scrupules, le genre d'homme dont le portefeuille était probablement plus gros que ma ville natale, et Sophie Fournière, la visionnaire technologique, toute en robe de soie scintillante et en sourire parfait pour les magazines. Je les avais vus arriver, Philippe s'étant presque plié en 2 devant Julien. Ce dernier, je l'avais trouvé plus petit que sur les photos, appuyé sur sa canne, l'air fatigué. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient d'un bleu pâle et d'une intensité qui vous transperçait. Il avait balayé la salle du regard, puis s'était arrêté sur moi, dans l'ombre du poste de service. Nos regards s'étaient croisés un instant. J'avais baissé les yeux, comme on nous l'avait appris. Nous étions des mains, pas des visages. Le dîner avait commencé. Une fois de plus, j'étais revenu à mon rôle de fantôme. Je me suis avancé pour verser l'eau. Pierre, sans même me regarder, avait claqué un pétillante et mis sa main sur son verre. Je ne bois pas l'eau du robinet. Quelle horreur, en effet. J'étais allé chercher une bouteille de Saint Pellegrino. Sophie, elle, parlait de tendances de marché, de technologie durable. Elle parlait à Julien comme si j'étais, le mobilier, sans doute. Alors que je lui versais son eau, elle avait fait un geste vif avec son coude pour appuyer un poing. Mon Dieu, j'ai senti la bouteille vaciller. Une gouttelette, juste une petite, minuscule gouttelette d'eau sur la nappe, à quelques centimètres de son sac de marque. Le drame. Elle avait sursauté comme si je l'avais aspergée d'acide. « Oh, mais faites attention !» J'étais morte de honte.
Je suis tellement désolé, madame, avais-je balbutié, m'emparant d'une serviette en lin pour éponger. Pierre avait ricané. Quelle maladresse! Julien, est-ce que le niveau de service ici, c'est distrayant? Philippe était déjà là, son visage aussi pâle que la nappe fraîchement tachée. Je m'excuse profondément, monsieur Dubois, mademoiselle Fournier. Je vais faire renvoyer cette serveuse sur le champ. Mon sang n'avait fait qu'un tour. Renvoyer. C'était la fin. Pas de miracle. Plus d'argent pour papa. Mais Julien, sans lever les yeux de son menu, avait simplement dit « Laissez-la ». Le silence était tombé. « Monsieur », avait balbutié Philippe. « J'ai dit « Laissez-la », avait répété Julien, d'une voix lente, avant de regarder Pierre et Sophie. Des accidents arrivent. Et puis, je veux voir comment elle gère le reste de la soirée. La pression révèle le caractère, n'est-ce pas, Pierre? Pierre avait ri nerveusement. Je suppose, Julien, bien que la compétence soit aussi une vertu. En effet, avait murmuré Julien, puis il m'avait regardé. Nettoyez ça et apportez-nous le cabernet millésimé, le 1142. Vous savez lequel. Mon cœur martelait mes côtes, un tambour fou. Oui, monsieur. Avais-je réussi à articuler, ma joue en feu. J'étais parti chercher la bouteille dans la cave, mes mains tremblantes. Je m'étais retrouvé seul un instant, le précieux flacon de 1982 entre mes doigts. Il coûtait plus cher que la vieille voiture de mon père. C'est là que j'ai réalisé. Ils ne testaient pas seulement leurs compétences en affaires, ils testaient la personne, la façon dont ils traitaient le petit personnel. De retour à table, les hors-d'œuvre avaient été servis, escargots et mousse de truffe, un luxe obscène. Julien avait rompu le silence. J'ai un dilemme. Moral, j'aimerais vos avis. Pierre, après avoir soigneusement essuyé sa bouche, s'était empressé de dire « Tout ce que vous voudrez, Julien. » J'ai une usine en Normandie, à Fécamp, avait commencé Julien. Elle perd de l'argent. La rentabilité a baissé de 15%. Mes conseillers me disent qu'il faut automatiser. Licencier les 500 ouvriers, installer des robots, et la marge bénéficiaire redevient positive en un an. Mais cette ville dépend de l'usine. Si je la ferme, la ville meurt. Que feriez-vous? J'étais resté immobile près du mur, la bouteille de vin en main, attendant le signal pour servir. J'écoutais attentivement. Ce scénario, je le connaissais trop bien. Mon père avait été ouvrier d'usine avant les licenciements, avant qu'il ne soit obligé de travailler sur les chantiers. Pierre n'avait pas hésité. C'est une simple question de chiffres, Julien. Vous automatisez. Vous avez une responsabilité fiduciaire envers vos actionnaires. La ville n'est pas votre passif. Si les ouvriers ne peuvent pas s'adapter, ils sont obsolètes. Le sentimentalisme est l'ennemi du profit. Julien n'avait rien dit. Il s'était tourné vers Sophie. Et vous? Sophie avait pris une gorgée d'eau. Je suis d'accord avec Pierre, mais l'image est mauvaise. Vous automatisez, mais vous lancez une campagne de communication sur des programmes de reconversion, sur l'avenir de la main-d'œuvre. Vous les renvoyez, mais vous faites en sorte que ça ressemble à une faveur. Ça maintient le cours de l'action stable pendant que vous vous débarrassez du poids mort. Poids mort, avait répété Julien doucement. C'est ce qu'ils sont dans le contexte du bilan? Oui, avait insisté Pierre. Julien avait soupiré. Il m'avait fait signe. Servez le vin. Tandis que je versais le liquide sombre dans le verre de Julien, ma main était restée ferme, mais mon esprit bouillonnait. Je détestais leur réponse. La cruauté décontractée. Le poids mort, c'était mon père. C'était nos voisins. Et vous? Avait lancé Julien soudainement. Pierre et Sophie avaient regardé autour d'eux, confus. Monsieur? Avait demandé Pierre. Pas vous, avait dit Julien. Il avait levé les yeux, droit dans les miens. Vous, celle avec la bouteille, vous avez entendu la question. Que feriez-vous? Philippe, qui rôdait non loin, semblait sur le point de faire une attaque. Monsieur Dubois, ce n'est qu'une... Je lui ai posé la question.
avait aboyé Julien, claquant sa main sur la table. L'argenterie avait vibré. « Comment vous appelez-vous? »« Marie, avais-je murmuré. « Marie, vous servez, vous nettoyez, mais vous avez aussi un cerveau, je suppose. Si vous étiez dans ma place, 500 familles ou une augmentation de 15% des profits, quel est votre choix? » Pierre avait ricané bruyamment. « Julien, c'est ridicule. Demandez conseil à une serveuse sur les affaires. Elle ne sait probablement même pas ce qu'est une obligation fiduciaire. »« Je sais ce qu'est la faim, avais-je dit. » Les mots avaient jailli avant que je ne puisse les retenir. Le silence qui avait suivi était absolu. Julien s'était adossé à sa chaise, une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Continuez. » Je serrais la bouteille de vin. Je savais que ça pouvait me coûter mon poste. Philippe faisait déjà un geste de coupe à la gorge dans ma vision périphérique, mais en regardant le visage suffisant de Pierre et l'indifférence froide de Sophie, quelque chose en moi s'était brisé. Une augmentation de 15% des profits, c'est une ligne sur un graphique, avais-je dit, ma voix prenant de la force. Mais 500 travailleurs, ce sont 500 crédits immobiliers, 500 paniers de courses. Si vous les licenciez, la ville ne meurt pas seulement. Les commerces locaux qui les servent s'éteignent. La base fiscale s'effondre. Les écoles perdent leur financement. Vous créez une ville fantôme. Et finalement, qui achète vos produits si tout le monde est Dupuis mort, Monsieur Dubois? Qui reste pour être le client? Sophie avait levé les yeux au ciel. Discours de socialiste. Ce n'est pas une œuvre de charité, c'est une entreprise. C'est un écosystème, avais-je riposté, me surprenant moi-même. Mon père travaillait dans une usine comme ça. Quand ils ont automatisé, ils n'ont formé personne. Ils sont juste partis. Le coût de l'augmentation de la criminalité et de l'aide sociale dans cette ville a fini par coûter plus cher à la région que les profits de l'usine. Si vous voulez une vraie efficacité, vous ne coupez pas les travailleurs. Vous réaménagez l'usine pour fabriquer quelque chose dont le marché a réellement besoin en utilisant la main-d'œuvre qualifiée que vous avez déjà. Vous ne soustrayez pas, vous multipliez. Julien m'avait fixé pendant une longue, douloureuse minute. Personne n'avait bougé. Puis Julien avait pris son verre. Il avait fait tournoyer le vin. « Pierre, » avait dit Julien doucement, « vous voyez des chiffres. » Il avait regardé Sophie. « Vous voyez l'image. » Il avait pris une gorgée. Elle voit les conséquences. Le visage de Pierre était devenu écarlate. C'est absurde. Elle répète quelque chose qu'elle a lu en ligne. C'est une domestique, Julien. Et vous êtes un invité, avait dit Julien froidement. Souvenez-vous de votre place. Il m'avait fait signe de continuer à servir. Excellente millésime. Merci, Marie. J'avais terminé de verser et m'étais retiré, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne me meurtrisse les côtes. J'avais gagné l'escarmouche, mais la guerre était loin d'être terminée. Je sentais la fureur de Philippe rayonner depuis le coin. Je savais que dès la fin de ce dîner, je serais viré. Mais Julien n'avait pas fini. « La nuit est jeune, » avait dit Julien, posant sa serviette sur ses genoux. Ce n'était que l'apéritif. J'ai une énigme pour le plat principal, un test de logique. Et cette fois, les enjeux sont plus élevés. Le gagnant obtient le siège à la tête de ma table. Le perdant repart sans rien. Il avait regardé ses deux invités, puis, avec un sourire malicieux, il avait jeté un coup d'œil vers l'ombre où je me tenais. « Et Marie, » avait dit Julien, « ne partez pas loin. J'aurais peut-être besoin d'un arbitre. » L'arrivée du plat principal fut une véritable chorégraphie. Une phalange de serveurs, menée par un Philippe encore fumant de rage, s'était abattue sur la table. Des assiettes de porcelaine couvertes de dômes d'argent avaient été déposées devant les convives. Au même instant, les dômes s'étaient soulevés, révélant des médaillons de Sèvres entourés d'une réduction de baies de genièvre et de champignons sauvages. Le parfum était terreux, riche, le genre d'odeur qui évoque normalement le confort. Mais dans cette pièce, ça sentait la bataille. Julien Dubois n'avait pas touché sa fourchette.
Au lieu de cela, il avait sorti de la poche intérieure de sa veste en tweed une petite boîte noire insignifiante, pas plus grande qu'un jeu de cartes, en acier mat, avec un seul bouton rouge au centre. Il l'avait posée au milieu de la table, juste à côté du centre de table fleuri. Avant de dîner, avait dit Julien, sa voix tombant dans un murmure conspirateur, nous jouons au jeu que je vous ai promis. Pierre avait fixé la boîte, son couteau suspendu au-dessus de sa viande. Qu'est-ce que c'est? Ceci, avait dit Julien, tapotant la boîte avec un ongle soigné, est un modèle théorique que j'utilise pour mes cadres. Appelons ça le bouton. Il est connecté au serveur central de ma division logistique. Maintenant, c'est hypothétique, bien sûr, mais traitez-le comme réel. Si vous appuyez sur ce bouton, nos algorithmes d'expédition optimiseront agressivement les itinéraires pour le prochain exercice fiscal. Le résultat, une augmentation garantie de 20% de la valeur de l'action en 6 mois. Des centaines de millions d'euros de richesses créées. Les yeux de Sophie s'étaient illuminés. Ça semble évident, Julien. Où est l'inconvénient? L'inconvénient, avait continué Julien, ses yeux s'assombrissant, c'est que l'optimisation nous oblige à contourner les réglementations de sécurité dans les pays en développement et à ramener les pensions de notre flotte de camions nationale à zéro. Quelqu'un sera blessé. Statistiquement, 3 personnes mourront dans des accidents dus à la fatigue et 2000 retraités perdront leur couverture maladie. Mais l'entreprise, et vous en tant que PDG, serez plus riches que Dieu. Julien s'était adossé, ses doigts croisés. La boîte est devant vous. Appuyez-vous. La pièce était tombée dans un silence profond, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation et du lointain cliquetis des verres venant de la salle à manger principale. J'étais resté dans mon coin, les mains jointes, regardant la scène se dérouler avec une appréhension grandissante. Je connaissais des hommes comme Pierre. Je les avais vus aux informations, souriant pendant que le monde brûlait. Pierre n'avait même pas oscillé. J'appuie. Julien avait haussé un sourcil. Juste comme ça, 3 morts. Le risque est inhérent aux affaires, Julien, avait dit Pierre, coupant sa viande avec une précision chirurgicale. Si nous n'optimisons pas, nos concurrents le feront. Si nous faisons faillite, tout le monde perd son emploi. 3 morts statistiques sont tragiques, oui, mais elles sont le coût de la survie de l'organisme entier. Les coupes de pension, malheureuses mais légales. Le devoir est envers l'actionnaire. J'appuie sur le bouton et je dors comme un bébé. Julien avait tourné son regard vers Sophie. Et vous, Sophie, l'humaniste, la visionnaire technologique, appuyez-vous? Sophie avait hésité. Elle avait regardé la boîte, puis Julien. Elle avait fait tournoyer son vin, réfléchissant. J'appuie, avait-elle dit finalement, sa voix plus basse que celle de Pierre. Mais je le fais discrètement. Nous enterrons le rapport de sécurité. Nous présentons les coupes de pension comme une restructuration pour la viabilité à long terme. Nous mettons en place un petit fonds discret pour payer les familles des chauffeurs qui meurent, avec des accords de non-divulgation, bien sûr. Nous obtenons le profit, mais nous gérons le récit pour que l'action ne subisse pas les conséquences de la mauvaise presse. Julien l'avait fixé longtemps. Donc Pierre choisit la brutalité, et vous, Sophie, choisissez la tromperie. Nous choisissons la survie, l'avait corrigé Sophie, le menton levé. C'est ce que fait un PDG. Julien avait laissé échapper un rire sec et rauque. Il n'avait pas l'air heureux. Il avait l'air fatigué. Il avait tourné la tête lentement, me retrouvant à nouveau dans l'ombre. Marie, avait-il appelé. Philippe avait gémi de façon audible depuis le poste de service, se cachant le visage dans ses mains. J'avais avancé, le cœur battant à tout rompre. Oui, Monsieur Dubois. Vous avez entendu le scénario, avait dit Julien. La richesse pour l'entreprise, la ruine pour les travailleurs. Appuyez-vous sur le bouton. J'avais regardé le bouton rouge. Il ressemblait à un œil en colère me fixant. Non, avais-je dit fermement. Pourquoi? Avait interrompu Pierre, l'air ennuyé. Parce que vous êtes sentimental. Nous avons déjà établi que les sentiments ne peignent pas les factures.
Non, avais-je dit, me tournant pour regarder Pierre droit dans les yeux. Parce que c'est un mauvais modèle commercial. Pierre avait ri, manquant de s'étouffer avec son vin. Un mauvais modèle commercial, gagner des centaines de millions, c'est une mauvaise affaire. Si vous coupez les pensions, avais-je dit, ma voix ferme, vous brisez la confiance de votre main-d'œuvre. Les chauffeurs feront grève. La chaîne d'approvisionnement s'arrêtera. L'action pourrait monter pendant 1 mois, mais quand les camions cesseront de rouler, elle s'effondrera. Et si des gens meurent parce que vous avez négligé la sécurité en 2025, rien ne reste enterré, mademoiselle Fournier. Ça fuira. Les poursuites ne seront pas seulement pour l'argent. Elles seront criminelles. Vous ne perdrez pas seulement du profit, vous irez en prison. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la colère monter. Appuyer sur ce bouton n'est pas de la survie, c'est du suicide. Julien avait claqué sa main sur la table d'à nouveau, mais cette fois il souriait. Un vrai sourire, montrant les dents. La pensée à long terme, avait crié Julien, me pointant du doigt. Elle comprend le risque, vous êtes stupide. Vous deux, vous pensez au prochain trimestre. Elle pense à la prochaine décennie. La réputation est un atout. La confiance est une monnaie. Le visage de Pierre était devenu d'un cramoisi violent. Il avait laissé tomber sa fourchette avec un bruit métallique. C'était la 2e fois que la serveuse lui volait la vedette. Son ego, fragile comme du sucre filé, se fissurait. « C'est une farce », avait sifflé Pierre. « Julien, vous êtes sénile. Vous laissez une domestique nous faire la leçon sur la stratégie d'entreprise. Elle verse de l'eau, elle nettoie des miettes, elle n'est personne. Elle est en train de vous battre, avait dit Julien froidement. Je ne vais pas rester ici à me faire insulter. Pierre s'était levé, sa serviette tombant au sol. Je gère un fonds spéculatif de 4 milliards d'euros. Je ne vais pas me faire évaluer par le personnel. Asseyez-vous, Pierre, avait ordonné Julien. L'autorité dans sa voix était absolue. Nous n'avons pas fini. Pierre avait hésité, les poings serrés, mais s'était rassis. Il m'avait fusillé du regard avec une haine pure et non dissimulée. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été de la cendre sur le tapis. Débarrassez la table, m'avait ordonné Julien doucement. Le jeu est fini pour l'instant. J'avais avancé pour prendre les assiettes. En atteignant celle de Pierre, il avait délibérément gardé les coudes sur la table, me bloquant. J'avais dû me pencher maladroitement pour saisir la porcelaine. « Faites attention », avait-il murmuré, sa voix un sifflement venimeux que seul moi pouvais entendre. « Vous vous croyez maligne? Vous jouez avec le feu, petite fille. Je peux faire en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. » J'avais gelé, je l'avais regardé, voyant la cruauté dans ses yeux. Il ne plaisantait pas. Les hommes comme lui ne faisaient pas de menaces. Ils faisaient des promesses. J'avais retiré l'assiette, mes mains tremblant légèrement, et m'étais retiré vers la cuisine. Moment, ici je dois m'arrêter. Tout ça, cette situation avec Julien Dubois, c'était vraiment absurde, non? Je veux dire, réfléchissez, un homme aussi puissant, milliardaire, qui met 2 titans de l'industrie au défi avec des énigmes, et qui finit par demander l'avis d'une serveuse. C'est le genre d'histoire que vous entendez dans les films, pas dans la vraie vie. Dans mon quartier, on aurait dit « il est complètement symphoné ». Mais peut-être que c'était ça le problème. Peut-être que c'était trop réel, trop invraisemblable pour être vrai. Qui aurait cru qu'un dîner pouvait se transformer en tribunal? Et que mes simples mots, mes colères retenues pendant des années, puissent soudainement avoir un poids? Aucune idée. J'étais paumé, honnêtement. Totalement paumé et terrifié. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Rétrospectivement, je crois que j'aurais pu craquer. Mais quelque chose m'a poussé. La dignité de mon père, peut-être. La rage silencieuse. Quoi qu'il en soit, il fallait continuer. Dans la cuisine, le bruit était assourdissant. Les chefs hurlaient, les casseroles cliquetaient, la vapeur sifflait des fours.
Je m'étais appuyé contre le comptoir en acier inoxydable, essayant de reprendre mon souffle. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Philippe était apparu, l'air prêt à exploser. Pierre Lambert semble vouloir assassiner quelqu'un. Vous lui avez parlé? Monsieur Dubois m'a posé une question, avais-je dit défensivement. Arrêtez de répondre, avait hurlé Philippe. Si Lambert se plaint à la direction, je perds ma prime. Vous marchez sur des œufs, Marie. Un autre faux pas. Juste un, et vous êtes viré. Vous m'entendez? Je vous entends, avais-je dit. J'avais attrapé les menus des desserts. Je devais retourner là-bas. Je devais finir le service. Je priais juste pour que la nuit n'empire pas. J'avais tort. Quand j'étais retourné dans la salle à manger privée, l'atmosphère était passée de tendue à toxique. L'air était épais d'une hostilité non dite. Julien sirotait son vin, l'air pensif. Sophie tapait furieusement sur son téléphone sous la table. Pierre regardait par la fenêtre, sa mâchoire serrée. J'avais posé les menus des desserts sur la table. « Je peux vous apporter autre chose, monsieur ?» avais-je demandé à Julien. Julien avait levé les yeux. Il avait palpé sa poche de poitrine, puis ses poches latérales. Il avait froncé les sourcils. « C'est étrange, » avait-il murmuré. « Qu'est-ce que c'est, Julien ?» avait demandé Sophie, rangeant son téléphone. « Mon bouton de manchette, » avait dit Julien, sa voix montant en détresse. Mon bouton de manchette en diamant, il a disparu. Il avait levé son poignet gauche. La manchette de sa chemise pendait lâche. Le bouton de manchette, une pièce de platine incrustée d'un rare diamant bleu, un héritage, avait disparu. Il a dû tomber par terre, avait dit Pierre, cherchant sous la table. Julien s'était levé, se palpant frénétiquement. Non, non, je l'avais quand je me suis assis. Je me souviens de l'avoir ajusté juste après l'apéritif. C'est un trésor de famille, Pierre. Ça vaut d'un demi-million d'euros. Les trois s'étaient levés. Ils avaient vérifié les chaises. Ils avaient vérifié le tapis. Il n'est pas là, avait dit Julien, son visage rougissant. Il avait regardé la table, puis lentement, ses yeux s'étaient tournés vers moi. Le sang avait quitté mon visage. « Vous, » avait dit Julien, me pointant d'un doigt tremblant. « Moi » avais-je haleté. « Monsieur, je n'ai... » « Vous étiez la seule à m'approcher, » avait dit Julien, sa voix tremblant d'une rage apparente. « Quand vous avez versé le vin, vous vous êtes penché sur moi. Vous m'avez heurté le bras. » Perspective de Philippe Durand. Mon sang s'était glacé, c'était la fin. Julien Dubois, Monsieur Dubois, le grand patron, son bouton de manchette en diamant, disparu. Et il regardait Marie, la Marie. Cette petite serveuse un peu trop futée qui avait osé le contredire, lui, Philippe, et ces géants de la finance. J'avais vu le coup venir. Monsieur Dubois avait l'air furieux. Un milliardaire volé, ça ne rigole pas. C'était la catastrophe. Mon bonus s'envolait, ma carrière au dôme, en miettes. Elle rôdait, avait lancé Pierre Lambert, ce requin flairant le sang. Je l'ai vu lorgner votre montre tout à l'heure. Quel hypocrite! Mais ça m'arrangeait. Il fallait une coupable. Il fallait se sauver. Marie, dans sa petite robe noire, était si facile à accuser. « C'est un mensonge !» avait crié Marie me regardant. « Philippe, dites-leur. Ça fait 6 mois que je suis là. Je n'ai jamais rien volé. » Mon cœur battait la chamade. Je savais ce que ça signifiait pour elle. La ruine. Mais je voyais le visage de M. Dubois, la colère de M. Lambert. Il détenait les cordons de la bourse. C'était simple, non? Ma survie ou celle d'une simple serveuse. La balance n'avait pas hésité. Elle a des difficultés financières, avais-je dit, ma voix un peu tremblante, mais suffisamment forte pour être entendue. C'était vrai. Elle m'avait demandé une avance la semaine dernière. Elle a des dettes. La trahir? Peut-être. Mais c'était ça ou me retrouver à sa place. Les gens désespérés font des choses désespérées. C'était une logique implacable. Une logique que je pouvais défendre. La soirée continuait, la tension insupportable.
Je ne vous ai jamais touché, monsieur, avais-je protesté, reculant. Elle rôdait, avait sauté Pierre, s'entendit à salle. Il s'était levé, me dominant. Je l'ai vue. Elle était pratiquement sur vos genoux, Julien. Et je l'ai vue lorgner votre montre plus tôt. Elle nous a observés toute la nuit. C'est un mensonge, avais-je crié. J'avais regardé Philippe qui venait d'entrer dans la pièce, alerté par l'agitation. Philippe, dites-leur que ça fait 6 mois que je suis ici. Je n'ai jamais rien volé. Philippe avait regardé Julien, puis Pierre. Il avait vu la colère sur le visage du milliardaire et l'accusation du gestionnaire de fonds. Philippe était un lâche. Il savait qui signait les chèques. Elle a des difficultés financières, avait dit Philippe, me jetant au loup. Elle a demandé une avance sur son salaire la semaine dernière. Elle a des dettes. J'avais regardé Philippe avec horreur. La trahison avait fait l'effet d'un coup physique. Les gens désespérés font des choses désespérées, avait ajouté Sophie, sa voix froide et analytique. C'est une déduction logique, fouillez-la. Je ne l'ai pas pris, avais-je supplié. Les larmes me montaient aux yeux. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau le sol, vérifiez la cuisine. Videz vos poches, avait ordonné Pierre, s'approchant. Mais c'est illégal, avais-je dit, reculant jusqu'au mur. Vous ne pouvez pas me fouiller ainsi. Nous pouvons appeler la police, avait ricané Pierre, et les faire vous traîner menottés devant tout le restaurant, ou vous pouvez vider vos poches et prouver votre innocence tout de suite. Julien était resté silencieux, appuyé sur sa canne, me regardant d'une expression intense, indéchiffrable. Il n'était pas intervenu. Il avait laissé les loups encercler. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine respirer. Je me sentais petite, je me sentais sale. C'était ça, être pauvre dans une pièce pleine de riches. Toujours le suspect, toujours le méchant. Lentement, avec une dignité que je ne ressentais pas, j'avais fouillé la poche de mon tablier. J'en avais sorti mon bloc de commande, mon stylo, quelques pièces de mes pourboires. « C'est tout ?» avait aboyé Pierre. « Vérifiez l'autre poche. » J'avais fouillé la poche gauche. Elle était vide. Je l'avais retournée pour leur montrer. « Rien, avais-je murmuré. Je vous l'ai dit. » « Vérifiez sa ceinture, avait suggéré Sophie, ou ses chaussures. Pierre avait bougé pour me saisir le bras. « Voyons voir. » « Stop !» La voix avait claqué dans la pièce comme un fouet. Ce n'était pas moi. C'était Julien. Julien Dubois s'était redressé. La fragilité, la confusion, l'acte du vieil homme sénile avait disparu en un instant. Il se tenait droit, ses yeux flamboyants d'un feu froid et dur. Il avait fouillé la poche droite de son pantalon et en avait sorti le bouton de manchette en diamant bleu. Il l'avait tenu à la lumière où il scintillait moqueusement. « Il était dans ma poche tout ce temps », avait dit Julien calmement. Pierre s'était figé, sa main à quelques centimètres de mon bras. Il avait regardé le bouton de manchette, puis Julien. « Quoi? Mais vous avez dit... » « J'ai menti, » avait dit Julien. Il s'était dirigé vers moi. Il ne me regardait plus avec suspicion. Il me regardait avec respect. « Je vous demande pardon, ma chère, » m'avait dit Julien doucement. C'était cruel, mais nécessaire. Il s'était tourné vers Pierre et Sophie, sa voix baissant en un grognement qui avait fait trembler les verres en cristal sur la table. « Je vous ai dit que je vous testais, » avait dit Julien. « Vous pensiez que je testais vos compétences en affaires. Je testais votre sens de la justice. » Pierre avait reculé, l'air confus. « Julien, nous essayons de vous aider. Nous protégions votre propriété. » « Vous avez persécuté les faibles parce que c'était commode, » avait rugi Julien. « Vous n'avez pas cherché le bouton de manchette. Vous n'avez pas demandé de preuves. Vous avez entendu une accusation et vous avez immédiatement attaqué la personne la moins puissante de la pièce. Vous, Pierre, vous avez aimé ça. J'ai vu le regard sur votre visage. Vous vouliez la blesser. » Julien s'était tourné vers Sophie. « Et vous, de la déduction logique.
Vous avez utilisé votre intellect pour justifier une chasse aux sorcières. Vous avez supposé que parce qu'elle est pauvre, elle est une voleuse. Ce n'est pas de la logique, Sophie. C'est du préjugé déguisé en intellect. Julien était retourné à sa chaise et s'était assis lourdement. Il avait posé le bouton de manchette sur la table. Un PDG détient le pouvoir sur des milliers de vies, avait dit Julien doucement. Quand un problème survient, un actif manquant, une fuite, une erreur, qui blâmez-vous? Cherchez-vous la vérité ou trouvez-vous un bouc émissaire à immoler pour pouvoir passer à autre chose? Ce soir, vous avez prouvé que vous jetteriez une femme innocente au chien juste pour me faire plaisir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Pierre avait ajusté sa cravate, le visage pâle. Sophie fixait la nappe. Philippe essayait de se fondre dans le papier peint, l'air terrifié. Je suivais juste votre exemple, Julien, avait balbutié Pierre. Un leader sait quand il faut remettre en question l'autorité, avait claqué Julien. Même la mienne. Julien avait soupiré. Il avait regardé la nourriture maintenant froide. Pierre, partez, avait dit Julien. Pierre avait cligné des yeux. Pardon? Sortez, avait dit Julien. Vous n'êtes pas le PDG de Dubois Dynamique. Vous ne le serez jamais. Vous êtes une brute dans un costume à 3000 €. Je ne veux pas de vous près de mon entreprise. Je ne veux pas de vous près de mes gens. La bouche de Pierre s'était ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Il avait regardé Sophie, puis moi. L'humiliation était totale. Il avait attrapé son téléphone, avait lancé un regard noir à Julien et avait quitté la pièce sans un mot. L'ascenseur avait retenti et il était parti. Sophie était restée figée. Julien, sûrement je... Vous êtes toujours là, avait dit Julien. À peine. Vous n'avez pas aimé ça comme lui, mais vous n'avez pas arrêté. Vous êtes complice. Julien s'était tourné vers moi. Je me tenais toujours près du mur, tremblante, essuyant une larme sur ma joue. Marie, avait dit Julien doucement, venez ici, s'il vous plaît. J'avais hésité puis j'avais avancé. Je ne lui faisais pas confiance. Pourquoi aurais-je dû? Il avait orchestré mon humiliation. Je sais que vous êtes en colère, avait dit Julien. Vous avez tout à fait le droit de l'être, mais j'ai une dernière question. La dernière pièce du puzzle. Si vous y répondez, je ferai en sorte que ce cauchemar en vaille la peine. Il avait attrapé le menu des desserts. Ce n'est pas un test moral, avait dit Julien. C'est un test d'intelligence, de la logique pure. La seule chose dont Pierre et Sophie se vantent. Il avait regardé Sophie. Vous avez une chance de vous racheter, Sophie. Vous contre la serveuse, le gagnant prend le poste. Sophie s'était redressée, son esprit de compétition se réveillant. Elle m'avait regardé avec un mépris renouvelé. Elle était diplômée de Stanford. Elle n'allait pas perdre une énigme logique contre une serveuse. « Je suis prête », avait dit Sophie. « Marie » avait demandé Julien. J'avais pris une profonde inspiration. J'avais regardé la porte par laquelle Pierre était parti. J'avais regardé Philippe qui transpirait. J'avais regardé Julien. Je n'avais plus rien à perdre. « Posez votre question », avais-je dit. La salle à manger privée était devenue une salle d'audience, et la table, le banc du juge. Les restes du dîner étaient oubliés. La seule chose qui importait maintenant était le champ de bataille invisible que Julien Dubois avait construit entre un titan de l'industrie technologique et une femme qui avait passé son service à s'inquiéter du prix du bus. Julien s'était versé un verre d'eau, sa main parfaitement stable. Le test final, avait annoncé Julien, sa voix résonnant légèrement dans la pièce silencieuse. Est une question de logistique. C'est un problème auquel mon entreprise a été confrontée à ses débuts, à l'époque où je conduisais moi-même les camions. Il ne nécessite aucun diplôme pour être résolu, seulement un esprit éveillé. Sophie avait redressé son blazer. Elle avait l'air confiante. La logique était son domaine. Elle codait des algorithmes pour le plaisir. Elle était prête à écraser cette serveuse et à sauver sa dignité. « J'écoute », avait dit Sophie. « Imaginez un pont », avait commencé Julien, fermant les yeux comme s'il le visualisait. Un vieux pont en bois traversant un ravin profond.
La limite d'ingénierie de ce pont est exactement de 9000 kg. Pas un gramme de plus. Si le poids sur le pont dépasse 9000 kg, la structure cède et tout tombe dans le ravin. Il avait ouvert les yeux et avait regardé Sophie. Vous conduisez un camion de livraison. Vous arrivez à la station de paysage juste avant le pont. La balance indique exactement 9000 kg. Le camion, la cargaison, le carburant, le conducteur, c'est la limite maximale précise. Vous ne pouvez retirer aucune cargaison. Vous ne pouvez pas sortir du camion. Julien avait fait une pause pour l'effet. Vous roulez sur le pont. Vous êtes à mi-chemin, au point le plus vulnérable, lorsqu'un moineau atterrit sur le toit de votre camion. Le moineau pèse 50 grammes. Le pont s'effondre-t-il? Sophie avait cligné des yeux. Elle avait presque ri. C'était un problème de physique, un simple calcul de charge statique et d'intégrité structurelle. Bien sûr, avait dit Sophie, un sourire suffisant aux lèvres. C'est des maths de base, Julien. 9000 kg plus 50 grammes dépasse 9000 kg. La limite est absolue. En ingénierie, les seuils sont binaires. Si le pont est conçu pour exactement 9000 et que vous ajoutez de la masse, le point de rupture est atteint. Le pont s'effondre. Elle s'était rassise l'air satisfaite. C'est une métaphore de la scalabilité, n'est-ce pas? Les systèmes échouent lorsque vous ignorez la charge marginale. Julien n'avait pas souri. Il n'avait pas hoché la tête. Il avait simplement tourné la tête vers moi. « Marie, avait-il dit, le moineau atterrit, le pont s'effondre-t-il? » J'avais fermé les yeux. Je ne pensais pas aux maths. Je ne pensais pas au seuil d'ingénierie ou au système binaire. Je pensais à la conduite. Je pensais à la vieille camionnette de mon père, comment elle ronronnait et buvait de l'essence comme de l'eau. J'avais imaginé le trajet jusqu'au pont. Non, avais-je dit doucement, le pont ne s'effondre pas. Sophie avait lâché un rire aigu et dérisoire. Vous n'avez pas entendu les chiffres? 9000 kilos plus 50 grammes, c'est impossible. Pourquoi? Avait demandé Julien, ignorant Sophie. Expliquez. Parce que le camion a dû rouler jusqu'au milieu du pont, avais-je expliqué, ma voix prenant de l'assurance. De la station de paysage au centre du pont, vous roulez, vous brûlez du carburant. Au moment où vous atteignez le milieu, le camion a brûlé au moins quelques dizaines de grammes de diesel. Le poids que vous avez perdu en carburant est bien plus que le poids de l'oiseau. Le pont tient. Silence. La bouche de Sophie s'était ouverte. Elle avait refait le calcul dans sa tête. Taux de combustion, distance, densité du carburant. Mon Dieu, avait-elle dû penser. Elle a raison. Julien avait claqué sa main sur la table, jetant sa tête en arrière dans un rugissement de rire. C'était un son joyeux et retentissant qui avait semblé secouer la poussière des lustres. « Brillant !» avait crié Julien. « Absolument brillant! Le taux de combustion! Vous avez tenu compte de la consommation de ressources au fil du temps. » Il avait pointé un doigt tremblant vers Sophie, qui avait l'air d'avoir été giflée. « Vous, Sophie, vous vivez dans le vide, » avait déclaré Julien. « Vous voyez le monde comme une feuille de calcul statique. Vous avez oublié que le monde bouge. Vous avez oublié que pour arriver quelque part, il faut consommer de l'énergie. Vous avez regardé le problème comme un ordinateur et vous avez manqué la réalité de la machine. » Julien s'était tourné vers moi, ses yeux brillants d'admiration. « Mais vous, m'avait-il dit, vous voyez le chemin. Vous comprenez que l'état des choses change d'un moment à l'autre. C'est l'esprit d'un PDG. C'est l'esprit d'un leader. » Sophie s'était levée lentement. Son visage était pâle, dépouillé de toute arrogance. Elle avait réalisé, avec un sentiment de naufrage, qu'elle avait été vaincue, non par un manque d'éducation, mais par un manque de bon sens. Elle avait été si haut dans sa tour d'ivoire qu'elle avait oublié comment fonctionnait un moteur. « Je vois », avait murmuré Sophie. Elle m'avait regardé pour la première fois. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux, seulement du choc. « Félicitations ». Sophie avait attrapé son sac. Elle n'avait pas attendu que Julien la renvoie.
Elle savait quand elle avait perdu. Elle s'était dirigée vers l'ascenseur, sa robe argentée bruissant doucement, et avait appuyé sur le bouton. Alors que les portes se refermaient, elle avait jeté un dernier coup d'œil à la serveuse en tablier bon marché, réalisant que la personne la plus dangereuse de la pièce n'avait pas été le milliardaire. Nous étions seuls, Julien et moi, dans la salle à manger, à l'exception de Philippe, qui tremblait près du casier à vin. « Asseyez-vous, Marie, » avait dit Julien gentiment, me faisant signe vers la chaise que Sophie avait quittée. « Je ne devrais pas, monsieur, » avais-je balbutié. « Philippe va nous apporter 2 cafés frais, » avait ordonné Julien sans regarder le maître d'hôtel. « Noir et vite. » Philippe avait piaillé et s'était précipité vers la cuisine. Je m'étais assise délicatement sur la chaise en velours. Elle était douce, coûteuse et complètement étrangère. J'avais regardé Julien de l'autre côté de la table. Il n'avait plus l'air d'un titan de l'industrie. Il ressemblait à un grand-père qui venait de retrouver quelque chose qu'il pensait perdu à jamais. « Savez-vous pourquoi je fais ça? » avait demandé Julien, sa voix calme. « Pour torturer les gens? » avais-je deviné. Julien avait gloussé, peut-être un peu, mais surtout parce que je suis terrifié. J'ai bâti un empire, Marie. Dubois Dynamique emploie 40 000 personnes. Ce sont 40 000 familles. Si je remets les clés à un homme comme Pierre, il vend les pièces pour la ferraille et s'achète un yacht. Si je les donne à une femme comme Sophie, elle en automatise l'âme jusqu'à en faire une machine stérile. Il s'était penché en avant, ses yeux bleus intenses. J'avais besoin de quelqu'un qui sache ce que coûte un litre de lait, avait dit Julien. J'avais besoin de quelqu'un qui sache qu'une décision prise dans une salle de conférence a un battement de cœur à l'autre bout. J'avais besoin de vous. Moi, avais-je secoué la tête. Monsieur, je n'ai pas fini mes études. Je suis serveuse. J'ai des dettes. Je ne peux pas diriger une entreprise. Pas encore, avait concédé Julien. Il vous manque les compétences techniques. Vous ne savez pas lire un compte de résultats ou négocier une fusion. Mais ces choses-là, c'est facile. Je peux l'apprendre à un singe à lire une feuille de calcul. Je ne peux pas apprendre à un requin à avoir un cœur. Il avait fouillé de nouveau dans sa poche de veste. Cette fois, il n'avait pas sorti d'énigmes ou de boutons de manchette. Il avait sorti une lourde enveloppe crème et un stylo plume. Il avait écrit quelque chose au dos de l'enveloppe, l'avait signé d'un trait élégant et l'avait glissé sur la table. « C'est mon numéro personnel », avait dit Julien, « et c'est une directive pour mon département RH. Demain matin, 9 heures, vous viendrez à la Tour du Bois. Vous commencerez comme mon assistante de direction. Ce sera difficile. Vous travaillerez plus dur que vous n'avez jamais travaillé dans ce restaurant. Vous apprendrez tous les aspects de l'entreprise, de l'atelier à la salle du conseil. Et si vous survivez, dans 5 ans, vous serez la directrice des opérations. » J'avais fixé l'enveloppe. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Ça ne pouvait pas être réel. « Pourquoi ?» avais-je murmuré. « Parce que vous n'avez pas appuyé sur le bouton », avait dit Julien, « et parce que vous saviez que le pont tiendrait. » Philippe était arrivé avec le café, ses mains tremblant tellement que les tasses cliquetaient sur les soucoupes. Il les avait posées et avait reculé rapidement. Julien s'était levé, boutonnant sa veste. Il avait pris une gorgée de café, avait fait une grimace et l'avait reposé. « Café terrible », avait-il noté. « Il faudra corriger ça. » Il m'avait regardé. « Rentrez chez vous. Dormez un peu. Votre vie change demain. » Julien Dubois avait pris sa canne et s'était dirigé vers l'ascenseur. Il n'avait pas regardé en arrière. C'était un homme qui prenait des décisions et allait de l'avant. Les portes s'étaient ouvertes. Il était entré, et puis il était parti. Je suis resté seul à table, l'enveloppe à la main. L'odeur de l'orchidée se mêlait à l'odeur rance du cerf refroidi. J'avais retracé l'encre de sa signature. C'était réel. C'était vraiment réel. Je m'étais levé, mes jambes flageolantes. Il fallait que j'appelle ma mère. Il fallait que je lui dise que tout allait s'arranger. Je m'étais tourné pour aller au vestiaire chercher mon téléphone.
Et là, j'avais vu Philippe. Philippe bloquait l'entrée de la cuisine. Sa peur avait disparu, remplacée par une envie toxique. Il lorgnait l'enveloppe crème dans ma main. « Donnez-moi ça », avait exigé Philippe. « C'est un vieil homme sénile, Marie. Il joue des jeux. Je vous rends service. Donnez-le-moi et je le jetterai. » « Ce n'est pas une blague », avais-je dit, la serrant plus fort. Il m'a offert un poste. Philippe avait ri d'un son dur et aboyant. « Un poste? Vous pensez que Julien Dubois veut que vous dirigiez son entreprise? Vous étiez un accessoire pour humilier les invités, rien de plus. » « Il l'a signé », avais-je insisté. « Donnez-le-moi. » Philippe avait bondi. J'avais esquivé autour de la table. « Non, sale ingrate !» avait hurlé Philippe, perdant son sang-froid. Il avait attrapé un couteau à steak sur un plateau de plongeur et l'avait claqué dans la table, déchirant la nippe. « Vous êtes viré. Je dirai au propriétaire que vous avez volé le vin. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. » Il avait tendu la main. « Maintenant, donnez-moi l'enveloppe. C'est sur mon papier, à en-tête. » Je l'avais vu pour ce qu'il était. Un crabe dans un seau, terrifié que je puisse m'échapper. S'il ne pouvait pas monter, il s'assurerait que je resterais en bas. « Non », avais-je dit. Je m'étais retourné et j'avais couru. « Arrêtez-la » avait hurlé Philippe au personnel de cuisine. « Sécurité! Elle a volé le client !» Les cuisinières avaient levé les yeux, confus, mais ils n'avaient pas bougé pour m'arrêter. J'avais traversé les portes battantes, dépassant la vapeur sifflante de l'évier, et avait ouvert la sortie vers l'allée à coups de pied. L'air froid de la nuit m'avait frappé durement. Je ne m'étais pas arrêté. J'avais couru sous la pluie. Les mensonges de Philippe résonnaient derrière moi jusqu'à ce que je disparaisse dans la foule de l'avenue Georges Feuin. Quelques pâtés de maisons plus loin, je m'étais abrité sous un auvent haletante. J'avais sorti l'enveloppe. Elle était sèche. Julien Dubois, 9 heures. Mais à mesure que l'adrénaline s'estompait, la froide réalité des mots de Philippe s'infiltrait. Il joue des jeux. Vous étiez un accessoire. Avait-il raison? N'était-ce qu'une cruelle fantaisie d'un homme riche? Je venais de perdre mon emploi. Si c'était un mensonge, je n'avais rien. Mon téléphone avait vibré. Un SMS de ma mère. « Papa tousse du sang. Le docteur dit qu'il faut la compte avant vendredi, sinon il le renvoie. » J'avais fixé l'écran. Vendredi était dans 2 jours. J'avais regardé l'enveloppe. Ce n'était plus seulement une offre d'emploi. C'était une bouée de sauvetage. Mais j'avais des ennemis maintenant. Philippe était vindicatif et Pierre Lambert se trouvait quelque part dans la ville, pensant son ego meurtri. J'avais essuyé la pluie de mon visage et avais jeté mon tablier dans une poubelle. Je n'étais plus serveuse. Je ne savais pas ce que j'étais, mais je savais une chose. J'allais à cette tour de main. Même si je devais me battre pour entrer, je n'avais aucune idée que le test n'était pas fini. Julien avait testé mon esprit. Le lendemain, le monde allait tester ma détermination. Le soleil du matin transformait la façade de verre de la tour du bois en un pilier de feu. En bas, je grelottais dans un costume anthracite de friperie, serrant l'enveloppe crème comme un bouclier. Il était 8h45. J'avais poussé les portes tournantes. Le hall était une cathédrale de marbre et d'indifférence. J'avais approché le comptoir d'accueil, mon cœur battant la chamade. La réceptionniste, avec un casque et un air d'ennui professionnel, n'avait même pas cligné des yeux. « J'ai rendez-vous avec M. Dubois », avais-je dit. Il m'a dit de venir à 9 heures. Code de rendez-vous? Je n'en ai pas. J'ai ça. J'avais posé l'enveloppe sur le comptoir. Il l'a signé hier soir. La réceptionniste avait jeté un coup d'œil à la signature. Ses sourcils se froncèrent. Elle avait tendu la main vers son téléphone. « Sécurité, nous avons une situation à l'accueil. »« Non, s'il vous plaît, appelez juste son bureau. » Avant que la réceptionniste ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur avaient tinté. Pierre Lambert était sorti. L'air débraillé et désespéré, serrant une maillette. Il avait visiblement essayé de forcer un rendez-vous non programmé pour supplier qu'on le réengage. Quand il m'avait vu, ses yeux s'étaient réduits en fente de malveillance. « Eh bien, » avait annoncé Pierre,
sa voix résonnant dans le hall. « La serveuse! Je ne pensais pas que vous auriez l'audace de montrer votre visage ici. »« Laissez-moi tranquille, Pierre, avais-je dit, arrachant l'enveloppe. « Sécurité !» avait hurlé Pierre, me pointant d'un doigt tremblant. « C'est la femme dont je vous ai parlé, la voleuse du dôme !» Deux gardes en costume sombre s'étaient immédiatement dirigés vers nous. « Je ne suis pas une voleuse !» avais-je crié, reculant. « Elle a été virée hier soir pour vol », avait dit Pierre au garde, exhibant son badge. « Elle a volé un cabernet millésimé et un bouton de manchette en diamant. Philippe a déposé un rapport de police ce matin. Elle est probablement ici pour harceler M. Dubois. » J'avais senti la pièce tourner. Un rapport de police. Philippe l'avait vraiment fait. « Madame, venez avec nous », avait dit le garde principal, me saisissant le bras. « Non, j'ai une offre d'emploi. Regardez la note. » Je l'avais tendue, ma main tremblante. Pierre avait arraché l'enveloppe avant que je ne puisse réagir. Il l'avait déchirée, avait ri et avait froissé le lourd papier en boule. « Une offre d'emploi » avait ricané Pierre. « Écrite sur une serviette, c'est un faux. Julien Dubois n'engage pas la racaille. » Il avait jeté la boule froissée dans une poubelle voisine. « C'est mon avenir » avais-je crié, me jetant vers la poubelle. Le garde m'avait retenu, me tordant le bras derrière le dos. « Ça suffit, nous vous retenons jusqu'à l'arrivée de la police. »« S'il vous plaît » avais-je crié, les larmes brûlantes sur mon visage tandis que des hommes d'affaires me fixaient. « Appelez-le, appelez Julien !»« Emmenez-la à la salle de rétention » avait ordonné Pierre, l'air satisfait. Il avait perdu la guerre, mais il avait écrasé l'insecte. Les gardes m'avaient traîné dans un bureau latéral sans fenêtre et m'avaient poussé sur une chaise. La porte avait claqué et la serrure avait cliqué. J'avais mis ma tête dans mes mains. C'était fini. La note était à la poubelle. La police arrivait. Mon père allait être renvoyé de l'hôpital. J'avais résolu l'énigme, mais dans le monde réel, l'argent battait la logique. Le pont s'effondre-t-il? La voix de Julien avait résonné dans mon esprit. Non, avais-je pensé amèrement. Le chauffeur se fait juste arrêter avant de pouvoir le traverser. J'étais resté assise dans le silence pendant ce qui avait semblé être une heure, bien que ce ne fût que 10 minutes. Puis la porte s'était ouverte. J'avais levé les yeux, m'attendant à des menottes. Au lieu de cela, une femme d'une 30aine d'années, avec des lunettes acérées, se tenait là, essoufflée. « Vous êtes Marie? » « Oui. » J'avais essuyé mes yeux. « Vous êtes la police? » « Non, je suis Cécile, l'assistante de direction de M. Dubois. » Elle m'avait attrapé le bras. « Venez avec moi maintenant. »« Mais les gardes !»« Oubliez les gardes. Courez !» Nous avions sprinté hors de la salle de rétention et étions revenus dans le hall. Pierre était toujours au comptoir d'accueil, se disputant avec la réceptionniste, essayant de monter. Quand il m'avait vu courir vers les ascenseurs privés avec l'assistante du PDG, sa mâchoire était tombée. « Hé !» avait crié Pierre. « Où va-t-elle? C'est une criminelle !» Cécile ne s'était pas arrêtée. Elle avait glissé une carte noire sur le panneau de l'ascenseur. Les portes dorées s'étaient ouvertes instantanément. « Monsieur Lambert » avait dit Cécile en montant, le fixant. « Monsieur Dubois a vu le flux de sécurité du hall. Il m'a dit de vous dire que si vous n'avez pas quitté les lieux dans 2 minutes, il publiera l'enregistrement audio du dîner d'hier soir au Wall Street Journal. » Le visage de Pierre était devenu blanc. Les portes s'étaient refermées, m'enfermant à l'intérieur. L'ascenseur avait filé vers le haut, mes oreilles claquant. « Il regardait », avais-je murmuré. « Monsieur Dubois regarde tout. » Cécile avait souri, me tendant un mouchoir. « Il a un écran dédié au hall. Il vous a vu vous battre. Il a vu Lambert jeter la note. Il m'a dit de récupérer sa directrice des opérations avant que les idiots ne ruinent son entreprise. » L'ascenseur avait teinté au 70e étage. Le bureau était un sanctuaire de verre et de chêne flottant au-dessus de la ville. Julien Dubois se tenait près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille. « Oui, commissaire, » avait dit Julien. « Abandonnez les charges immédiatement
et dites à Philippe que je viens d'acheter l'immeuble où se trouve son restaurant. Son bail est résilié à midi aujourd'hui. Merci. Il avait raccroché et s'était retourné. Ses yeux bleus étaient perçants. Matinée difficile? J'avais laissé échapper un rire hystérique et tremblant. On pourrait dire ça. J'ai testé votre esprit hier soir, avait dit Julien, marchant vers son immense bureau. Ce matin, le monde a testé votre courage. Vous n'êtes pas parti. Vous vous êtes battu pour la note. C'était la seule chose que j'avais. Non, vous aviez la vérité. Julien s'était assis. Philippe est expulsé. Pierre est sur liste noire. Le rapport de police a disparu. Les obstacles sont levés. Il avait poussé un épais document sur le bureau. Le salaire de départ standard pour un assistant de direction est de 80 000 €, avait dit Julien. J'avais hoché la tête. Ça sauverait mon père. Cependant, avait poursuivi Julien, je n'engage pas un assistant. Je vous ai dit que j'engageais un successeur. Il avait retourné le contrat à la dernière page. Vice-président junior des opérations. Salaire de départ 250 000 € plus stock option, plus couverture médicale complète pour vous et votre famille immédiate, à compter d'aujourd'hui. J'avais cessé de respirer. J'avais fixé le chiffre. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était la vie. Pourquoi, avais-je murmuré, je ne suis qu'une serveuse. Vous étiez une serveuse, avait dit Julien d'un ton sévère. Maintenant, vous êtes la personne qui va m'aider à redresser cette entreprise. Vous comprenez le poids d'une plume, Marie. Vous comprenez que les petites choses comptent. Il m'avait tendu un stylo. Le pont tient, avait dit Julien doucement. Allez-vous le traverser? J'avais pris le stylo. Ma main ne tremblait plus. J'avais pensé à la pluie froide, au destin, à la cruauté de Pierre. J'avais signé mon nom. Bienvenue chez Dubois Dynamique, avait dit Julien. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que le prix à payer pour sortir du dôme est peut-être trop lourd. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident. Rien n'est parfait. Mon père va mieux, on peut respirer, ça c'est une certitude. Mais chaque décision dans ce bureau, chaque tableau de chiffres, je vois les visages, je pense aux gens. La petite serveuse n'a pas disparu, elle est juste à une autre place. Et le pont, il tient, oui. Mais la traversée est longue, et je ne suis